Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Mark Van Beers. Mai 1995, dans la baie de Calvi, en Corse. Mark Van Beers, un homme d'affaires bruxellois, est en voyage de noces avec sa jeune épouse, Aurore. Ils ont choisi l'île de beauté pour ses plages de sable blanc, ses cascades majestueuses et ses routes pittoresques. Si pittoresques d'ailleurs qu'un soir, Mark perd le contrôle de sa voiture et plonge dans le ravin. Le jeune marié est tué sur le coup, alors qu'Aurore, elle, n'est que légèrement blessée. Un vrai miracle selon les policiers corses. Mais en Belgique, la famille du défunt a des doutes. Leur belle-fille a-t-elle vraiment dit toute la vérité sur cet accident? La réponse dans ce nouveau podcast inédit de Chroniques criminelles. Tout commence à Uccle, en banlieue de Bruxelles, au printemps 1995. Aurore Martin et Mark Van Beers viennent de se dire oui. C'est le plus beau jour de leur vie. Aurore Martin, c'est une très jolie jeune femme. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Elle a 25 ans, elle est blonde, elle est mince, elle est sportive et elle plaît beaucoup aux hommes. C'est une jeune femme pétillante, vive, sportive, qui attire les regards. Gérard Rogue, journaliste judiciaire. Il faut dire qu'elle est très expansive, elle a du mal à passer inaperçue. Mark Van Beers, par contre, lui, c'est un tout autre genre. Il est plus âgé, il a 34 ans, c'est un expert fiscaliste. Et il est grand, il est costaud, mais il est beaucoup plus réservé. C'est un homme pondéré, sage, qui vit un petit peu dans sa bulle. Bon chic, bon genre, bien rangé. Jean-Claude Madgen, journaliste à la Libre Belgique. Bon fils de famille, tout sauf un bad boy. Très différents l'un de l'autre, c'est grâce à une agence matrimoniale qu'Aurore et Mark se rencontrent. Et la magie opère tout de suite. Les deux tourtereaux tombent sous le charme. Tous les deux souhaitaient manifestement, c'est le but d'une agence matrimoniale, fonder une famille. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Mark Van Beers a été terriblement séduit par Aurore Martin, qui était une très jolie femme. C'est le coup de foudre. Alain Vinantz, avocat général. Puisqu'ils vont assez rapidement cohabiter. À peine quelques mois après leur rencontre, ils célèbrent leur mariage et ils partent en voyage de noces. Direction la Corse, dans la baie de Calvi, un petit coin de paradis. C'est une destination rêvée pour une lune de miel. C'est la mer, la montagne, le beau temps. Ils se retrouvent dans un petit village au bord de la mer. Ils vont passer là, en principe, quelques jours. Les deux amoureux sont aux anges. Ils passent jusque-là un voyage idyllique. Le soir du 10 mai 1995, ils sont à la fin de leur lune de miel et ils prévoient un dîner romantique. Ils se sont rendus au restaurant pour y passer la soirée et puis aux alentours de 22h. Ils décident de faire encore un tour en voiture pour aller voir le panorama de la baie de Calvi. La fin de la soirée s'annonce elle aussi sous les meilleurs auspices. Ils espèrent contempler une dernière fois le ciel étoilé de l'île de Beauté. Mais la promenade va se transformer en cauchemar. Il est 2h du matin lorsque les pompiers de Calvi sont alertés. Un grave accident de la route vient d'être signalé. Lorsqu'ils arrivent sur place, les gendarmes sont déjà là. Ils viennent de prendre en charge Aurore Martin.
Elle hurle, elle pleure, elle demande qu'on aille sauver son mari. Elle est vraiment dans un état terrible. Elle raconte aux gendarmes que son mari conduisait et qu'il a brutalement perdu le contrôle de la voiture. Il a donné un coup de volant en voyant passer un animal. Et elle a eu le bon réflexe qui lui a sauvé la vie. Aurore explique qu'elle a le temps de s'extraire du véhicule, donc d'ouvrir la porte. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Elle ouvre la porte, elle saute. Et elle va s'agripper à la végétation pour pouvoir donc s'arrêter. Mais malheureusement, Mark Van Beers, lui, a dévalé toute la falaise dans la voiture. Aurore raconte avoir tout tenté pour sauver son mari. Le terrain était escarpé, la voiture s'est écrasée au pied de la falaise, mais elle serait quand même descendue pour lui venir en aide. Là, elle s'est rendue compte que son mari était blessé dans la voiture. Elle l'a extirpé de la voiture et a amené son mari, son corps, jusqu'à la mer, où elle voulait, disons, le rafraîchir. Et puis là, elle s'est rendue compte que malheureusement, il était vraisemblablement décédé, et donc elle serait remontée pour aller chercher des secours. Cette chute vertigineuse aura été fatale à Mark Van Beers. Après ce témoignage, Aurore est dévastée. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital. Et les pompiers descendent à leur tour au bas de la falaise afin de retrouver Mark Van Beers. Ils sont obligés de faire appel à des plongeurs pour essayer de retrouver le corps, et là, il va falloir plusieurs heures de recherche avant de finalement localiser le corps de Mark Van Beers et de pouvoir le remonter à la surface. Les pompiers confirment le décès. Ils observent une plaie au niveau du crâne. Il reste à savoir maintenant les circonstances du drame. Pour les gendarmes, la route est dangereuse et il s'agit a priori d'un terrible accident. En Corse, il n'est pas rare de voir au fond des ravins des voitures accidentées. Le dossier conclut à une mort accidentelle dans des conditions tout à fait particulières puisque c'était un voyage de noces. Les gendarmes corses décident alors de classer le dossier. Mais quelques jours plus tard, l'affaire va connaître un nouveau tournant. De retour en Belgique, Aurore est toujours en état de choc. Elle est hospitalisée à Bruxelles, mais les proches de Mark ne la reconnaissent plus. Aurore, après quelques jours, va changer complètement d'attitude vis-à-vis de sa belle famille. Alors que elle semblait totalement éplorée, eh bien là, elle a l'air plutôt froide en fait, surtout vis-à-vis de sa belle famille. Donc on lui a presque spontanément proposé, effectivement, de venir tous les jours près d'elle. Enfin, ça me semblait tout à fait naturel. Thierry Van Beers, frère de la victime. Je vous dis, elle nous a laissé parler pendant 1 heure le premier jour, et puis après, je crois que c'est directement ou par téléphone, elle nous a dit qu'elle ne souhaitait plus notre présence, simplement. Et la famille n'est pas encore au bout de ses peines. Aurore exige maintenant que Mark ne soit pas enterré comme le veut la tradition chez les Van Beers. Aurore Martin prétend que Mark a souhaité être incinéré. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Ils en auraient parlé lors de leur voyage de noces. Les parents de son mari vont s'y opposer parce que jamais ce garçon n'a fait état de son désir d'être incinéré. Et donc ils n'y croient pas et ils ne cèdent pas. Ils vont finalement inhumer le corps de Mark dans le caveau familial à Uccle. Aurore est furieuse.
elle ne digère pas que les parents de Marc lui aient tenu tête. Dès la fin de l'enterrement, elle n'a même pas attendu que l'enterrement se termine. Elle est partie de son côté. Je pense même plus qu'elle nous a prévenus. Donc elle a, je dirais, vulgairement planté tout le monde sur place. Les jours suivants, la relation entre Aurore et les Van Beers ne cesse de se dégrader. Et la situation dégénère quand la mère de Marc fait une demande particulière à sa belle-fille. Elle souhaitait récupérer quelques objets personnels de son fils. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Mais des babioles, des souvenirs de famille, etc. Aurore s'y est opposée. Ça se termine même par une gifle Gérard Rogue, journaliste judiciaire. qui a été donnée par Aurore à sa belle-mère. Cette fois, la rupture est totale. 3 mois après la mort de Marc, Aurore vend la maison et elle se volatilise. Mais cette disparition intrigue les parents de Marc. Aurore leur cacherait-elle un secret inavouable? Ils vont finir par mettre en doute la crédibilité de cet accident en Corse. Les parents de Marc veulent en avoir le cœur net. Ils contactent alors leurs avocats qui se plongent dans le dossier des gendarmes corses. Et là, ils découvrent des éléments troublants. Il y a l'angle de chute de la voiture qui correspond pas aux explications données par Aurore Martin qui dit il a donné un coup de volant. S'il a donné un coup de volant, la voiture aurait dû partir de ce côté-là et pas de l'autre côté où elle a été trouvée. Le deuxième élément, c'est que elle dit avoir sorti son mari de la voiture, l'avoir tiré jusqu'à la mer pour pouvoir lui laver le visage. Et donc, il se pose la question, Marc Van Beers pèse quand même 80 kilos, elle n'en a que 50. Comment a-t-elle pu le tirer comme ça de la voiture? Pour les avocats des Van Beers, le témoignage d'Aurore pose question. Et ils parviennent à relancer l'enquête. L'affaire prend alors une nouvelle dimension. On passe d'un accident à une mort suspecte, et c'est la police judiciaire de Bruxelles qui reprend le dossier. Le 5 septembre 1996, les enquêteurs convoquent Aurore Martin. Ils doutent de sa venue car elle a disparu depuis la dernière dispute avec sa belle famille. Mais surprise, elle se présente à la police, visiblement toujours très affectée. Elle pleure toute l'audition. On ne l'interrompt pas. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Donc on la laisse complètement expliquer les choses. Elle a tout son scénario. La version d'Aurore n'a pas changé. Il s'agit d'un accident, elle s'est éjectée de la voiture, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé, un animal est passé par là, Marc Van Beers a donné un coup de volant et voilà la suite. Elle ne varie pas, en tout cas dans ses déclarations. Pour les policiers, Aurore paraît sincère. Le dossier est sur le point d'être refermé. Mais comme il reste des zones d'ombre, la police ordonne une dernière vérification, une décision qui relance toute l'affaire. Pour boucler complètement son dossier, pour avoir une vision la plus correcte de la situation, le juge nomme un expert automobile et part en commission rogatoire avec cet expert sur place en Corse. L'expert envoyé sur place va étudier la trajectoire de la voiture, il va aussi regarder la vitesse approximative de la voiture, il va regarder la configuration des lieux au niveau géographique. J'ai vu assez rapidement que ça collait pas tellement avec la déclaration, si vous aimez, que la version de la passagère. Robert Hazan, accidentologue français. Et l'angle de chute, j'aurais dû retrouver la voiture tombée là.
En aucun cas, on aurait dû la retrouver de l'autre côté. Et donc, pour avoir un angle aussi perpendiculaire à celui qu'on a constaté sur place, eh bien, il n'y avait qu'une seule solution, c'était de pousser la voiture dans le ravin. L'enquête prend alors une dimension criminelle. Et l'expert est formel. La version d'Aurore ne tient pas. La jeune veuve éplorée aurait-elle donc menti sur les circonstances de la mort de Marc ? Pour le savoir, le juge ordonne qu'on exhume le corps de Marc pour réaliser une autopsie. C'est une chance qu'il ait été inhumé et pas incinéré, parce que là, on va pouvoir découvrir des choses très intéressantes. Le 2 février 1997, quand les résultats tombent, les conclusions du médecin font froid dans le dos. Aurore Martin aurait menti depuis le début. La constatation principale était le fait que le corps présentait plusieurs lésions traumatiques. Marc-Antoine Sépulcre, médecin légiste. Toutes ces fractures avaient été provoquées alors que M. Van Beers était décédé. Donc il s'agissait de lésions post-mortem. Marc Van Beers était déjà mort avant d'être précipité dans le ravin. Pour les enquêteurs, un premier scénario se dessine. Marc aurait d'abord été tué, puis sa voiture aurait été poussée dans le vide pour simuler un accident. Aurore, seul témoin du drame, devient donc la suspecte numéro 1. Mais les enquêteurs se demandent pourquoi, en pleine lune de miel, cette jeune femme aurait pu vouloir la mort de son mari. Ils se penchent sur son héritage et ils font une découverte édifiante. Les enquêteurs vont découvrir Alain Vinantz, avocat général. qu'il y avait plusieurs assurances vie, 6 ou 7 même, sur la tête de Marc Van Beers. Pour un montant d'environ 20 millions de francs belges à l'époque. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Et puis, il y a aussi la vente de la maison de Rode-Saint-Genèse, et donc finalement, l'ensemble représente un peu plus de 600 000 €. Une somme dont Aurore Martin est la seule bénéficiaire. Mais les enquêteurs sont surtout intrigués par un nouvel indice. Marc Van Beers était expert fiscaliste et il avait souscrit des assurances vie qui présentaient toutes des avantages fiscaux, toutes, sauf une. Dans une de ces assurances, en fait, il n'y avait pas d'avantage fiscal. Ça a vraiment attiré l'attention des enquêteurs parce qu'ils se sont demandé pourquoi, tout d'un coup, cette assurance-là était différente des autres. Et cerise sur le gâteau, cette assurance avait été contractée quelques mois avant le décès. Dans ce fameux contrat, Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Les montants du capital sont doublés en cas d'accident. Avec cette seule assurance, Aurore a touché 250 000 €. Ce contrat éveille la curiosité des enquêteurs qui vont découvrir une preuve accablante contre Aurore Martin. Et on va s'apercevoir que la signature, c'est pas celle de Marc, c'est celle d'Aurore Martin, qui signe à la place de Marc Van Beers. Avec cette fausse signature, pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. L'argent est le mobile du crime. Le juge ordonne aussitôt l'arrestation de la jeune veuve. Mais il est trop tard. Le problème, c'est qu'Aurore Martin, elle a disparu de la circulation, on ne la trouve plus. On a pris contact avec sa famille, etc. Ils savent pas où elle est. Elle serait aux États-Unis, chez un oncle, pour se remettre de la mort de son mari. Pour le juge, cette disparition est la preuve de son implication dans la mort de Marc. En avril 1997, il lance un mandat d'arrêt international contre Aurore Martin. Et l'enquête continue.
Les policiers sont persuadés d'être face à un assassinat minutieusement préparé. Mais un détail ne colle pas. Ce qui va interpeller du coup les enquêteurs, c'est qu'ils se disent si Aurore Martin a poussé la voiture dans le ravin, mais avec ses 50 kilos et toute fluette comme elle est, comment a-t-elle fait? Ils pensent à un complice. Pourquoi? Parce qu'enfin, Aurore Martin ne peut pas effectuer cet assassinat toute seule. Il faut tuer Mark Van Beers, il faut le pousser dans le ravin. Ça semble difficile pour une femme seule. Mais Aurore reste introuvable. La police n'a aucune piste. L'enquête est au point mort. En juin 1997, 2 ans après la mort de Mark, un incroyable rebondissement va permettre à l'enquête de progresser. Un témoin inattendu explique avoir des révélations à faire aux policiers. Ce témoin va s'avérer être Fabienne Lefebvre. Fabienne Lefebvre est la deuxième épouse du père d'Aurore Martin. Proche d'Aurore, Fabienne raconte qu'après le drame, elle est venue lui rendre visite à l'hôpital. Et ce jour-là, son attitude l'a profondément choquée. Je suis rentrée dans la chambre et c'est là où j'étais très étonnée. Fabienne Lefebvre, belle-mère d'Aurore Martin. J'ai vu Aurore qui riait. Je me suis demandé, j'ai posé la question à mon mari, j'ai dit, elle fait une crise de nerfs, c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe. Et alors là, elle m'a dit non, je suis bien, je suis millionnaire. Je comprenais pas, je pouvais pas comprendre. Et c'est là où elle m'a dit, écoute, non, je suis millionnaire, pourquoi? Parce que j'ai fait une assurance vie et j'ai tué mon mari. Le témoignage de Fabienne est accablant. Mais ça n'est pas tout. Comme les policiers le soupçonnaient, Aurore aurait bel et bien eu un complice. Fabienne précise, elle lui a parlé du fait qu'elle avait été, pour ces faits-là, aidée par un complice, un certain Peter Schmidt. Il va dire que tout cela a été réglé avec Schmidt et 3 de ses amis, qui avaient même eu auparavant une reconnaissance des lieux. D'après Fabienne, c'est ce Peter Schmidt et ses hommes qui auraient donc mis en place un guet-apens ce soir-là. Il y avait une personne, donc un complice qui se trouvait dans le restaurant. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Et qui devait donner le go à une autre équipe qui a positionné un véhicule en travers de la route sur laquelle circulait Mark Van Beers. Et là, ils sont rentrés dans la voiture, alors ils ont fait éclater la tête de Mark Van Beers à coups de batte de baseball. Mais Fabienne va livrer des détails encore plus glaçants. Quand la voiture a été braquée, Mark criait tout le temps, il criait « Ne faites pas de mal à ma femme, ne faites pas de mal à ma femme ». Et elle a dit « je riais ». Elle s'est dit c'était vraiment le con. Elle dit quand ça s'est passé, elle a eu un taux d'adrénaline qui est monté, quelque chose d'incroyable. Elle aime la peur, elle aime l'extrême, et quand elle agit comme ça, elle dit elle a tout. Et ils se sentent encore plus forts après. Elle dit après on est amoureux, vous pouvez et moi quelque chose d'inimaginable, on se sent proche d'une façon que personne ne pourrait pouvoir imaginer le lien qu'il y a après. Elle dit c'est une force dans notre amour. Pour la police, ce témoignage est un véritable coup de tonnerre. Ils veulent à tout prix mettre la main sur ces amants diaboliques. Mais Aurore reste introuvable. Alors ils s'intéressent à ce Peter Schmidt. Et là, surprise, ils découvrent qu'il a lui aussi été impliqué dans un accident de la route 5 ans plus tôt. Un accident qui a coûté la vie à son épouse.
Difficile de croire à une simple coïncidence. Alors les enquêteurs veulent savoir à qui ils ont affaire. C'est un beau gosse, bien foutu, bien baraqué, un séducteur par nature, donc il plaît aux femmes. Toutes les filles en tombent amoureuses, c'est un charmeur et franchement, il ne doit pas chercher beaucoup pour pouvoir sortir avec des filles. Celle qui deviendra sa femme s'appelle Ursula Deschamps. Lorsqu'elle le rencontre en 1992, elle tombe folle amoureuse de lui. Sa sœur Gladys se souvient très bien de sa première rencontre avec Peter Schmidt. C'est un jeune caporal au shape qui vient d'arriver à Mons, qui est un beau grand garçon, un bel homme, assez imposant. Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps. Tom Cruise, c'est un peu... moi, quand je l'ai vu, c'est ça, je me suis dit, waouh, on dirait un acteur, quoi. Ursula a 21 ans. C'est une jeune fille extravertie, souriante, sympathique, très attentionnée, intelligente. Pour moi, entre eux, ça a été un coup de foudre. Ils sont sur la même longueur d'onde. Elle est amoureuse. Ils veulent plus se quitter. Il la demande en mariage. Ursula est sur un petit nuage. Le couple se marie peu de temps après leur rencontre. Mais lors de la cérémonie, de nombreux convives s'étonnent. Peter n'a invité aucun membre de sa famille. Bizarre. On va tenter. On va tenter. Tu devras un super discours, hein, biche. Les enquêteurs découvrent qu'après le mariage, Peter n'est plus le même avec Ursula. Il y a un changement radical. Je le reconnais plus. C'est un autre personnage. Il est odieux, il est froid. Peter serait même devenu violent, au point qu'Ursula quitte le domicile conjugal seulement 6 mois après la cérémonie. Peter donne alors un rendez-vous à la jeune femme pour organiser leur divorce. Elle part vers la gare de Waterloo, pour la gare centrale, pour prendre son train pour aller vers Mons. Et à ce moment-là, il lui promet de signer les papiers du divorce. Donc elle va clairement, dans sa tête, revenir avec les papiers du divorce. Peter vient la récupérer à la gare en voiture. Et après, plus de nouvelles. Mais dans la nuit, un coup de fil de la police va faire basculer la vie de cette famille. Ursula a eu un accident, la voiture est tombée dans le canal de Mons, Peter a pu s'en extraire, et Ursula a disparu. J'arrive à notre appartement, je vois mon papa qui ouvre la porte, et directement, mon père me dit « On a tué ta sœur. On a assassiné Ursula. » Je dis « Mais enfin, papa, qu'est-ce que tu me dis? On a assassiné Ursula. »« Oui, il l'a assassinée, je le savais, j'aurais dû l'accompagner. » Gladys est sous le choc, mais elle pense que son père délire et elle garde espoir de retrouver sa sœur vivante. On a retrouvé la voiture, mais pas Ursula. Donc pour moi, Ursula, elle est pas morte, c'est pas possible. Pas elle, pas Ursula, pas elle. Son corps va être retrouvé plusieurs jours plus tard, à 300 mètres du lieu d'impact dans le canal, donc du lieu endroit où se trouve la voiture. Une autopsie est réalisée. Conclusion, Ursula serait bien morte noyée. La cause accidentelle est retenue. Peter est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour conduite imprudente. Mais la famille d'Ursula n'y croit pas. Pour les experts automobiles, c'est clair et net que c'est un accident. On est anéanti, on est dégoûté. C'est un crime parfait.
Retour à la police judiciaire de Bruxelles en 1997. Pour les enquêteurs, les ressemblances entre les décès d'Ursula et de Marc sont troublantes. Alors, ils cherchent s'il existe d'autres points communs entre les deux affaires. Et nouvelle coïncidence, ils découvrent que Peter a lui aussi touché une assurance vie, 220 000 €, avec la même clause que celle de Marc. La somme double en cas d'accident. Pour la police, plus de doute possible. Les deux amants ont tout orchestré. Le modus operandi, c'est chaque fois une erreur de parcours, un coup de volant qui est donné de manière brusque. Jean-Michel Lemoine, inspecteur principal à la PJ de Bruxelles. Une chute du véhicule dans le canal ou bien dans le ravin en Corse. Le fait que l'époux survivant parvient à s'extraire de la voiture. Il y a le fait aussi que dans les deux cas, Gérard Rogue, journaliste judiciaire. Schmitt dit, moi j'ai essayé de porter secours, mais je l'ai pas trouvé dans le canal, il faisait nuit. Et pour la Corse, idem, j'ai voulu porter secours, je suis même descendu jusque-là. Avec ces deux affaires, les amants diaboliques font la une, et grâce à cette médiatisation, Stephen Levy, un ami de Peter, se présente à la police. Il a un témoignage capital à livrer. Il va nous expliquer que mi-95, Schmitt l'amène au bord du canal et lui explique comment il a tué sa femme en la noyant dans le canal pour faire du fric avec les assurances. Steve déclare que l'intéressé disait ça d'une manière tout à fait calme. Alain Vinante, avocat général. Et qui lui avait même ajouté un certain détail pour quand même paraître être l'époux éploré de la victime, et pour avoir des larmes aux yeux, il se les frottait avec des bonbons mentholés. Après ce témoignage accablant, le juge lance un nouveau mandat d'arrêt international, et cette fois contre Peter. La chasse à l'homme est donc lancée. Où se cache le couple machiavélique? Pour le savoir, les policiers interrogent les proches des deux amants. Et c'est la sœur d'Aurore qui va amener l'information. Ils sont tous les deux amis. Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. Avec le mandat d'arrêt international, les autorités américaines sont mises au courant, le FBI, et donc la traque commence. La police de Miami est sur le pied de guerre et elle oriente ses recherches vers les beaux quartiers, car avec les assurances vie, le couple a empoché 800 000 €, une somme qui donne le vertige. De quoi, en tout cas, mener la vie dont ils ont toujours rêvé. Ils vivent vraiment dans le luxe. Alors, ils sont jeunes, ils ont envie de vivre la grande vie. Ils sortent, ils flambent, ils achètent un voilier, ils découvrent des îles ensemble, ils font des soirées avec des amis. On loue des appartements pas loin de chez Madonna. Et donc, c'est la grande vie. Mais, prévenus par leurs proches, Aurore et Peter apprennent que la justice américaine est à leur recherche. Et ils vont de nouveau disparaître, rendant le travail de la police encore plus compliqué. Ils ont adopté à partir de ce moment-là une vie de fugitifs. Ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas les localiser, c'est-à-dire qu'ils basculent dans la clandestinité. Ils n'utilisent jamais de carte de crédit, ils n'utilisent pas de téléphone portable, ils ont un faux nom, et lorsqu'ils doivent téléphoner, ils téléphonent d'une cellule téléphonique dans la ville. Et lorsqu'ils apprennent qu'ils sont recherchés, ils transforment légèrement leur aspect physique. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers.
Notamment Peter Schmidt se fait pousser la barbe, la moustache, se met des lunettes. Aurore a changé de look. C'était plus la blonde ravageuse qu'on avait connue plus tôt, mais plutôt une femme d'affaires un peu stricte. Grâce à cette stratégie, le couple échappe au FBI durant 3 mois. Les amants ont bel et bien quitté Miami Beach pour une banlieue plus discrète. La chasse à l'homme est à l'arrêt. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la police continue ses recherches activement. Les enquêteurs belges ont mis sous écoute toute la famille d'Aurore Martin, toute la famille de Peter Schmidt. Et un beau jour, Peter commet une erreur. On finit par retrouver la trace de Peter grâce aux écoutes téléphoniques qui mènent à une cabine téléphonique à Miami. Et on prévient les autorités judiciaires américaines et les US Marshals. Grâce à ces informations, le FBI localise la cabine téléphonique d'où Peter appelle sa famille. Et en toute discrétion, les enquêteurs organisent une surveillance sur le site. Les Américains vont se mettre en planque en permanence. Et donc, on a installé une sorte de piège, de guet-apens. Quelques jours plus tard, les policiers remarquent un véhicule qui se gare près de la cabine téléphonique. Son conducteur leur paraît suspect. Il semble cacher son visage avec une casquette. Pour le FBI, aucun doute, cet homme est bien le fugitif qu'il recherche. Alors, il procède aussitôt à son arrestation. Au moment où les policiers américains lui tombent dessus, Schmidt commence par nier qu'il s'appelle Peter Schmidt, etc. Puis, comme ça ne marche pas des masses... Schmidt essaye de corrompre les US Marshals en proposant une somme d'argent parce qu'il avait 48 000 $ sur lui. Ça n'a pas marché, heureusement, et donc il est arrêté et amené au poste de police. Les enquêteurs veulent maintenant mettre la main sur Aurore, mais Peter refuse de parler. Les policiers fouillent sa voiture et ils tombent alors sur l'adresse de leur planque. Ils se rendent aussitôt sur place pour arrêter la jeune femme. Les US Marshals interviennent in extremis parce qu'en fait, ils sont prêts à partir. Ils sont prêts à partir puisqu'il y a des valises qui sont là, l'appartement est vide. Épilogue dans un dossier à rebondissement. Les tueurs à la lune de miel, les honeymoon killers, comme on les appelait aux États-Unis, ont été arrêtés. Ils se savaient alors recherchés par le FBI. Ils ont vendu bateaux et voitures pour se réfugier dans un immeuble de passage. C'est là qu'Aurore Martin a été cueillie. Elle a commencé par pleurer pendant plusieurs heures. Elle était un peu soulagée parce qu'elle n'avait quitté cet appartement qu'une à 2 fois ces derniers mois. Elle savait que la police la recherchait. Cette fois, la traque est bien terminée. En juillet 1997, 2 ans après l'assassinat de Marc, les 2 amants sont extradés vers la Belgique. À leur arrivée à Bruxelles, ils sont aussitôt incarcérés. Les enquêteurs n'attendent qu'une chose, leurs aveux. Mais les premières auditions ne donnent rien. Aurore Martin, elle va maintenir la thèse de l'accident. Alain Vinantz, avocat général.
En ce qui concerne Peter Uwe Schmidt, pour lui, c'est tout à fait simple. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Il n'était pas sur les lieux. Il n'était pas en Corse au moment des faits. Et il n'est donc pas impliqué dans cette affaire Van Beers. Peter et Aurore clament leur innocence. Alors, pour tenter de les confondre, le juge organise une reconstitution pour voir si la version d'Aurore est plausible. Et il espère voir le couple craquer. La scène se déroule sur le tarmac de l'aéroport de Melsbrook. Le juge demande à Aurore de répéter les faits qui se sont produits en Corse 4 ans plus tôt. Mais la jeune femme semble perdue. Je ne saurais plus vous dire. Je ne saurais plus vous dire. J'ai aucune notion que je puisse expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai aucune notion. Je ne peux pas vous expliquer. Laissez-moi, s'il vous plaît, 2 minutes, s'il vous plaît. Laissez-moi 2 minutes sortir. Je ne vais pas m'évader. Je ne vais pas aller nulle part. Je veux qu'on me laisse 5 minutes tranquille. C'est le pot de 5. Aurore est déstabilisée. Pour sa défense, elle dit qu'elle a tout oublié. Et Peter, qui affirme ne pas avoir été en Corse à cette période, tente de lui venir en aide. Et si il y a une tourne à droite dans ce moment, ça veut dire vous faire un coup et quand même la voiture, les pneus sont allez pas. Oui, donc vous voulez que l'angle soit un peu moins fort. Je veux dire, même c'est possible la voiture. La reconstitution piétine. Elle n'apporte rien de probant. La police n'a toujours pas d'aveu, ni de preuves solides qui les relient directement au meurtre de Marc. Pour le dossier d'Ursula, la justice déclare qu'elle ne peut pas rouvrir l'enquête. Une nouvelle déception pour ses proches. Aux grandes dames de la famille Deschamps, Nathalie Papleux, journaliste judiciaire. L'affaire concernant Peter Schmidt et Ursula Deschamps ne pourra pas être rejugée parce que on ne peut pas juger 2 fois une personne pour les mêmes faits. Peter échappe donc à un nouveau jugement concernant Ursula. Une victoire pour son avocat. C'était un succès que nous avons estimé important à ce moment-là, espérant Jean-Philippe Mayence, avocat de Peter Schmidt. Que nous allions pouvoir obtenir aussi quelque chose dans le cadre du second dossier. En revanche, il est renvoyé aux assises avec Aurore Martin pour l'assassinat de Mark Van Beers. Alors les 2 amants irrésistibles réussiront-ils aussi à séduire le jury ? Le 9 septembre 2001, le procès s'ouvre et toute la presse est au rendez-vous. Aurore Martin, 32 ans, ex-délégué commercial. Peter Uwe Schmidt, 30 ans, ancien caporal. Dès leur entrée dans le box des accusés, on n'entend plus que le cliquetis des appareils photo. L'enjeu est important. Peter et Aurore clament leur innocence et les policiers n'ont que des indices et des témoignages, mais aucune preuve ni aveu. Leurs avocats plaident l'acquittement. Mais le couple sait qu'il risque la perpétuité. Quand Aurore Martin se présente devant ses juges, Jean-Claude Madgen, journaliste à la Libre Belgique. Elle n'a plus rien à voir avec la femme qu'elle pouvait être 5 ans avant. Elle est cassée. La prison a laissé beaucoup de traces sur son physique. Elle est marquée, elle est tirée, elle pleure abondamment. Elle pleure parce qu'elle est émotionnée, qu'elle est émotive. Guy François, avocat d'Aurore Martin. Mais elle est contente d'enfin pouvoir s'exprimer. N'importe qui d'ailleurs comparé en cour d'assises. C'est une épreuve épouvantable à subir. De son côté, Peter fait preuve d'un sang-froid inébranlable. Il maintient sa version. Il n'était pas en Corse la nuit du drame. Peter Uwe Schmidt est, lors du procès, très poli, très maître de lui.
Il ne perd jamais le nord. Il a réponse à tout. Il a l'impression que les enquêteurs n'ont pas fait leur travail correctement, qu'on est parti d'une présomption de culpabilité. Tout ça, il en est convaincu. Il a l'air vraiment très confiant. Hein. Pour lui, il sort. Hein. C'est pas possible. Hein. Gladys Deschamps, sœur d'Ursula Deschamps. Pour lui, c'est j'ai rien fait, je sors. Moi, je suis non, innocent. Aurore paraît moins sûre d'elle. Alors l'accusation tente de la déstabiliser en insistant sur le mobile financier avec ses assurances-vie qui lui ont rapporté tant d'argent. Mais là encore, elle n'avoue rien. Pour Aurore, c'est un accident de voiture. Et pour Schmitt, il n'était pas là. Roland Menchart, avocat de la famille Van Beers. Point final. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Effectivement, on n'a jamais pu démontrer que Peter Schmitt était en Corse au moment du voyage de noces d'Aurore Martin et de Mark Van Beers. Alors, que vont décider les jurés? Le doute va-t-il profiter aux accusés ou, au contraire, vont-ils payer cher leur réputation d'amants diaboliques? Le jury se retire pour délibérer. Le 25 septembre 2001, plus de 4 ans après la mort de Mark, le verdict tombe. Et ils sont reconnus tous les deux coupables d'assassinat. La condamnation, c'est 20 ans de réclusion criminelle pour Peter Uwe Schmitt et 15 ans de réclusion criminelle pour Aurore Martin. Je comprends qu'il y ait une différence de 5 ans entre Schmitt et Martin, parce que manifestement, le moteur de cette ignominie, c'est Schmitt. Pour les proches de la victime, ce verdict est une délivrance. C'est surtout un sentiment, je dirais, de soulagement. Thierry Van Beers, frère de la victime. Et comme je l'avais déjà dit auparavant, de retrouver une certaine sérénité par rapport principalement, et c'était depuis le début notre objectif, par rapport à la mémoire de mon frère. Pour la famille d'Ursula, c'est l'amertume. Et le sentiment d'injustice est terrible. C'est du dégoût de savoir que lui, sa vie continue, et ma hantise un jour de le rencontrer, de le revoir. De notre côté, sa vie à Ursula, elle s'est arrêtée. Aurore Martin a retrouvé la liberté en 2007. Peter Schmitt est sorti l'année suivante pour bonne conduite. Aux dernières nouvelles, les deux amants vivraient toujours ensemble, unis à jamais par le terrible secret de la mort de Mark et Ursula. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Tout commence en mai 1986, lorsque Marie-Thérèse Bonfanti, une jeune mère de famille, disparaît sans laisser de traces. Son mari et ses enfants sont loin de s'en douter, mais leur cauchemar va durer plus de 30 ans. De déception en rebondissement, il leur faudra patienter jusqu'en 2020 pour qu'enfin de nouveaux éléments viennent relancer l'enquête et apporter des réponses.
l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Printemps 2022, dans le sud-est de la France. Le soleil brille sur un petit village tranquille, perché au beau milieu de la montagne. Soudain, plusieurs gendarmes convergent vers une maison isolée, située à l'écart de la commune. L'occupant des lieux est interpellé et menotté sans opposer la moindre résistance. Un homme très solitaire qui n'avait jusque-là jamais fait parler de lui. Cette scène marque l'épilogue d'une tragédie qui hante les esprits dans la région depuis de très nombreuses années. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter plus de 40 ans auparavant. Tout commence dans cette vallée de l'Isère, à 25 km environ, au nord-est de Grenoble. La vallée du Grésivaudan, c'est une vallée qui est assez large, qui s'étend de Grenoble jusqu'à Chambéry. Éléonore Cruz, avocate de la défense. Avec des villes plus ou moins importantes, de par leur taille, leur nombre d'habitants. Il y a l'Isère qui coule dans cette vallée. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Avec des montagnes de part et d'autre, la Chartreuse et Beldonne. C'est ici, surplombé par ces massifs des Alpes, que se trouve Pontcharrat. En cette fin des années 1970, cette localité de taille moyenne compte environ 5000 habitants. Pontcharrat, c'est une des villes principales de la vallée du Grésivaudan. Mélanie Muridi, avocate de la défense. Qui se situe vraiment à la limite entre l'Isère et la Savoie, donc avec une distance à peu près entre Chambéry et Grenoble. Il y a des commerces, oui, il y a une vie à Pontcharrat. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Il y a eu une industrie aussi dans cette commune qui fait partie de toutes ces villes de la vallée du Grésivaudan, qui sont des villes avec une certaine activité. C'est là, dans la région de Pontcharrat, que Marie-Thérèse Saya a toujours vécu. Elle a grandi au sein d'une famille d'origine italienne, nombreuse et très soudée. Ni ses sœurs, Sylvana et Françoise, ni son frère Eugène n'ont oublié son grand sourire et sa joie de vivre. Marie-Thérèse, c'était une très belle jeune fille. Sylvana Saya, sœur de Marie-Thérèse. Elle attirait le regard, c'est évident. Elle était plus grande déjà, je l'enviais pour ça. Elle était grande, très très belle. Une jeune fille gaie, enjouée, elle aimait rire, plaisanter, une petite tape dans le dos. Alors, beau-frère, comment ça va Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Comment ça se fait, cousin, t'es encore au lit Enfin voilà, une petite phrase rigolote. Elle détendait l'atmosphère. Elle est brune, avec des mèches décolorées. Elle a toujours aimé être fantaisie. Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. C'est quelqu'un de doux, d'arrangeant, de sympathique et on était très complices. Alors qu'elle n'a que 17 ans, Marie-Thérèse trouve l'amour de sa vie. À l'époque, Thierry Bonfanti est à peine plus âgé qu'elle, et il vient lui aussi d'une famille de la région. Alors on se connaît depuis très jeune, puisque les parents se connaissent, et donc on a l'occasion de se voir assez régulièrement. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Et puis plus tard, vers l'âge de 18 ans, on a décidé de se fréquenter. Thierry, c'était un bel homme aussi, très mignon, et ça m'a pas étonné que Marie-Thérèse soit sensible à son charme. Pour ce très jeune couple, l'avenir semble tout tracé. Quelques mois plus tard, Thierry et Marie-Thérèse emménagent sous le même toit, à La Rochette, près de Pontcharrat. On s'est mariés le 17 mai 80. Notre but était d'avoir des enfants jeunes pour pouvoir vivre avec eux jeunes et pour pouvoir connaître nos petits-enfants. On était très heureux, on était très amoureux et on avait des buts dans la vie.
Ils avaient tous les deux véritablement envie de réussir leur vie. Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. La famille était naissante, c'était une famille qui était très unie. Une petite fille naît rapidement de ce mariage. Il la prénomme Erika. Il y a beaucoup de souvenirs qui sont quand même gravés. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. Et je me souviens d'un moment de plénitude, quoi. C'était son bonheur, hein. Elle avait cette fibre maternelle. On sentait qu'elle avait ce feeling avec sa fille. Voilà, elle l'aimait énormément. 3 ans et demi après la naissance d'Erika, Marie-Thérèse donne naissance à un petit garçon. Il s'appelle Flavien. Avec l'arrivée de Flavien, Marie-Thérèse était une maman épanouie. Elle avait 2 petits-enfants, une petite fille et un petit garçon. Donc, le choix du roi, comme on dit, hein. Donc, leur couple était heureux. Ils avaient créé une petite famille, un petit cocon à eux. Ils étaient bien. À 25 ans, Marie-Thérèse Bonfanti est une mère de famille comblée. Alors qu'Erika et Flavien n'ont que 4 ans et 6 mois, la jeune femme occupe un emploi à temps partiel. À cette époque-là, Marie-Thérèse Bonfanti, pour arrondir ses fins de mois, livre des journaux dans la région de Pontcharrat. Elle distribue des journaux gratuits dans la région, donc c'est pas la factrice, mais enfin en tout cas les habitants la connaissent pour déposer ces piles de journaux gratuits. Elle a toujours un petit mot pour les uns, pour les autres. Ainsi s'écoule dans la vallée du Grésivaudan le quotidien heureux des époux Bonfanti et de leurs 2 enfants. Jusqu'à cette journée fatidique du 22 mai 1986. Pour Marie-Thérèse, la jeune maman, ce mercredi de printemps commence le plus normalement du monde. Une matinée comme toutes les autres. Donc son programme, c'est de laisser les enfants chez la nourrice et puis de prendre sa voiture et d'aller distribuer les journaux tout l'après-midi de manière à ce que vers les 16h, elle puisse récupérer ses enfants une fois sa tournée terminée. Sa nourrice lui avait prévenu « Ne tardez pas, je dois prendre un train, donc il faut faire vite, à 16h, il faut que je parte. » Philippe Folté est un ancien commissaire de la police judiciaire. Cette affaire, il la connaît dans ses moindres détails pour avoir longtemps travaillé sur ce dossier comme enquêteur privé. Alors cet après-midi-là, Marie-Thérèse Bonfanti va se livrer pendant quelques heures à la distribution de ses journaux. Philippe Folté, ancien commissaire de police. Dans les endroits qui sont prévus par son livre de course. Ce fameux jour, la tournée de Marie-Thérèse commence à Pontcharrat. En premier lieu, elle doit laisser un paquet de journaux gratuits à l'un de ses collègues de travail qui réside avenue de la Gare. Il est 15h45 lorsque Thierry Bonfanti rentre de son travail à l'usine. En passant, il remarque la voiture de sa femme, coffre grand ouvert. Elle est garée devant un immeuble où habitent plusieurs locataires, dont le collègue de son épouse. Mais aucune trace, ni d'elle, ni de lui. Je vois qu'il y a personne, qui a les clés sur le contact, qui a son sac sur le siège. Donc je vais voir dans l'entrée si elle y est. Et je suis rentré et je vois personne. Je connais bien Marie-Thérèse et de laisser le coffre ouvert, clé sur la voiture et son sac dans la voiture, c'était pas du tout elle. Donc là, je me suis vraiment beaucoup inquiété, beaucoup. C'est comme si sa femme s'était volatilisée en abandonnant sur place sa voiture ouverte et sa liasse de journaux. Submergé par l'angoisse, Thierry fonce vers le domicile familial, à La Rochette. Mais sur place, personne. Au même moment, il reçoit un appel de la nourrice des enfants. Son épouse ne s'est pas présentée à 16h
comme elle devait le faire impérativement. Erika Bonfanti, 4 ans à l'époque, comprend qu'il se passe quelque chose. Je la vois inquiète, je la vois aller à la fenêtre pour voir quand est-ce que maman arrive ou voir quelqu'un passer, mon papa ou ma maman, quoi. Je prenais son angoisse un peu. Alors je lui réponds, écoutez, moi-même je ne sais pas où elle est, je suis inquiet parce que je la cherche et je ne l'ai pas trouvée. Famille, amis, nourrice, personne n'a vu Marie-Thérèse depuis le début de l'après-midi. En fin de journée, n'ayant toujours aucune nouvelle, Thierry alerte la gendarmerie de Pontcharrat. Quand il arrive à la gendarmerie, il semble qu'il soit pris au sérieux, étant donné tous les éléments de contexte. Le fait que sa femme ait laissé le véhicule avec son sac à main et les clés dessus, le fait qu'elle ne soit pas allée récupérer ses enfants, le fait qu'il ait recherché à droite et à gauche dans tous les endroits où elle aurait pu se trouver. Tout ça, ce sont des éléments qui plaident plutôt pour une disparition inquiétante. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. On ne pense pas à une disparition volontaire. Pour les gendarmes, l'affaire pose effectivement question. Pourquoi Marie-Thérèse disparaît-elle ainsi en pleine journée? D'autant que ses proches se montrent unanimes. Cette jeune mère de famille n'aurait eu aucune raison de tout laisser sur un coup de tête. Elle les aime, ses enfants, elle les choisit. Donc, on peut pas dire que Marie-Thérèse, elle est partie volontairement, elle en avait marre. Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. Elle était bien dans sa tête, elle vivait joyeusement avec son mari. On avait Flavien qui venait de naître, il avait 6 mois, qu'elle allaitait à 100%. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Donc une mère ne se sépare pas de son enfant. J'avais plus aucun doute. Et là, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose de très très grave qui était arrivé. Alors, où est passée Marie-Thérèse? Impossible de le savoir. Son mari, ses enfants et sa famille sont loin de l'imaginer, mais ce cauchemar qui vient tout juste de commencer va s'éterniser durant de très longues années. Sur le terrain, la gendarmerie, elle, quadrille Pontcharrat et ses alentours dans l'espoir de trouver un indice ou une trace de la disparue. Rien n'est laissé au hasard. Ils vont entendre des voisins qui vont permettre de dater le dernier moment où Marie-Thérèse a été vue vivante, c'est-à-dire aux alentours de 15h30, quand elle arrive devant la maison en question pour livrer ses journaux. Bon, cette maison va être fouillée, bien sûr. On trouve le fameux paquet de journaux gratuits qu'elle vient de déposer, et puis sinon rien d'autre. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Cette voiture aussi est fouillée. On retrouve son sac intact avec son argent, ses papiers, rien d'autre, vraiment très peu d'indices. En ce milieu des années 80, la science de l'ADN est encore balbutiante et les moyens techniques restent rudimentaires. Les investigations s'annoncent donc déjà très compliquées. En 4 jours, le mur de mystère qui entoure la disparition de cette jeune femme n'a pas cédé d'un pouce. Une enquête difficile qui commence ici, devant cette maison, face à la gare de Pontcharrat. C'est ici qu'un témoin aperçoit pour la dernière fois Marie-Thérèse Bonfanti. Vers 16h, elle dépose dans le hall une pile de journaux. Sa voiture est garée dans l'impasse qui borde la maison. Avec les amis et puis quelques gens de la ville de Pontcharrat, on se mobilise pour faire des recherches et des battues dans les coins un peu plus escarpés. Il y a des secteurs qui sont définis par groupe, donc on va ratisser les bois, les champs alentours, on va essayer de voir ce qui se passe dans l'Isère toute proche. Les étangs également vont être sondés, mais en vain. Marie-Thérèse Bonfanti ne donne toujours pas signe de vie. Seule alternative pour les enquêteurs, interroger ce fameux collègue à qui elle devait livrer sa liasse de journaux. Il y a au cours de l'enquête un premier suspect dans cette affaire. C'est l'homme qui était destinataire des journaux que livrait ce jour-là Marie-Thérèse Bonfanti près de la gare. Un homme qui est chargé ensuite de les diffuser, ces journaux. Il est apparu très rapidement qu'il ne pouvait pas être sur les lieux puisqu'il était à la même heure en train d'aller voir sa femme qui était en train d'accoucher.
L'alibi, avancé par le collègue de Marie-Thérèse, est donc incontestable. Dès lors, les gendarmes passent à la deuxième hypothèse possible, celle d'un différend au sein même du couple Bonfanti. Ça va être de manière traditionnelle dans des affaires de disparition de femmes, c'est de s'interroger sur le rôle du conjoint. Donc Thierry Bonfanti sera lui aussi entendu. Un élément qui a orienté les gendarmes vers lui, c'est que on sait que l'après-midi, il est passé dans le secteur de cette maison, qu'il s'est arrêté, puisqu'il a vu la voiture de son épouse garée devant la maison. Donc forcément, les gendarmes ont des questions à lui poser. Thierry Bonfanti aurait-il quelque chose à se reprocher? Pour le savoir, il est placé en garde à vue par la gendarmerie quelques jours après avoir donné lui-même l'alerte. Une épreuve qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. C'est assez impressionnant et effectivement, eux étaient à 4 et en fait, le petit jeu de rôle, c'est que il tourne, hein, et vous, à un moment donné, vous vous dites qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ils vont lui demander de détailler son emploi du temps, mais ils ont affaire à un homme qui est effondré, dans une réelle détresse. Aucune contradiction dans ses déclarations. Aucun élément suspect le concernant. Les enquêteurs en sont convaincus, il n'a rien à voir avec la disparition de sa femme. Reste une solution pour avancer, élargir le périmètre de l'enquête de voisinage. Et si quelqu'un, dans ce quartier de la gare, avait remarqué quelque chose? Et très vite, il découvre un élément capital. 2 témoins des agents SNCF vont être entendus donc très rapidement en début d'enquête. Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Et vont dire avoir entendu un cri qu'ils qualifient de long et dégressif. On est dans une gare, donc le souci de l'heure dans une gare est très important. Philippe Folté, ancien commissaire de police. Et il y a en face du personnel de la gare une horloge qui permet de déterminer précisément l'heure à laquelle le cri a été poussé, c'est-à-dire 15h30. Ces témoins sont formels. Il s'agissait d'un cri de femme qui paraissait terrorisée. Selon eux, ce cri provenait justement de la maison devant laquelle la voiture de Marie-Thérèse a été retrouvée. En fait, le 1140 avenue de la Gare... Mélanie Muridi, avocate de la défense. On se trouve devant une grosse maison qu'on appelle la maison de la Gare ou la maison Chatin. On l'appelait ainsi parce que Monsieur Chatin en était le propriétaire. Éléonore Cruz, avocate de la défense. La première partie du bâtiment est constituée par les appartements et Monsieur Chatin habite derrière, situé un petit peu plus loin dans le chemin qui longe la voie ferrée. Yves Chatin n'a qu'une vingtaine d'années à cette époque, mais c'est lui qui gère la demi-douzaine de locataires de la maison pour le compte de sa famille, propriétaire du bâtiment. Face aux gendarmes, Thierry Bonfanti se souvient justement l'avoir croisé sur place ce mercredi 22 mai, c'est-à-dire l'après-midi même où sa femme s'est brutalement volatilisée. Il est allé se garer dans sa cour, sur le devant. Il était en construction donc d'un barbecue. Donc il est venu vers ce barbecue et toutes les quelques secondes, il jetait un œil vers moi. Des regards très insistants dans la direction de Thierry Bonfanti. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Des regards qui l'ont mis mal à l'aise, à tel point d'ailleurs qu'il s'est dit qu'il valait mieux qu'il s'en aille. Un comportement qui n'a pourtant rien d'étonnant. Ici, Yves Chatin a la réputation d'un homme solitaire et ombrageux. Mais pour les gendarmes, c'est peut-être là quand même qu'il faut chercher. D'autant qu'en consultant ses antécédents, ils vont aller de surprise en surprise. Il est déjà connu de la justice et de la gendarmerie pour des affaires de violence. Il a eu une affaire donc en 1979, il était alors mineur. Il agresse une première fois une femme en début d'année.
Cette dame le reconnaît, va voir ses parents, il se fait sermonner. Et 6 mois après, il vient la frapper à coups de bâton, lui occasionnant 10 points de suture. Autre découverte, le casier judiciaire d'Yves Chatin fait mention d'une autre affaire qui remonte à 1985, soit à peine 1 an avant la disparition de Marie-Thérèse. Il poursuit en voiture un autre véhicule dans lequel se trouve une femme et il finit par obliger cette femme à s'arrêter. Coup d'appel de phare, de dépassement, etc. Et il lui indique que vous avez une roue qui a l'air d'être mal fixée. Et là, il va se précipiter dessus et il va tenter de l'étrangler. Il va être d'ailleurs poursuivi et jugé pour cela, et il va être condamné à une peine d'amende et à 8 mois de prison avec sursis. 2 violentes agressions, l'une commise à l'âge de 14 ans et l'autre à 20 ans. Il n'en faut pas davantage aux gendarmes pour faire de lui un suspect très sérieux. Alors, qui est vraiment Yves Chatin? Aurait-il quelque chose à voir avec cette disparition? Pour le savoir, nous avons retrouvé sa fille unique, qui souhaite conserver l'anonymat et que nous appellerons Justine. Son père, dit-elle, a grandi à Pontcharrat dans une famille très unie. Une famille avec 3 enfants, donc c'est le petit dernier. Justine, fille d'Yves Chatin. Malheureusement, mon grand-père est décédé quand mon papa était assez jeune, donc ça c'est un fait marquant dans la vie de ces 3 enfants. C'était réellement le pilier de cette famille. Donc, quand il décède, forcément, ça chamboule tout le monde. Et Monsieur Chatin, énormément. Ce sera peut-être d'ailleurs plus tout à fait le même jeune garçon après la perte de son père. En grandissant, Yves devient un homme plutôt imposant, qui, en dehors des membres de sa famille, compte très peu de relations. Mon père est quelqu'un d'assez costaud, c'est un trait de famille, et bien charpenté, j'ai envie de vous dire. Quelqu'un de très sympathique, un peu bourru parce qu'on est des montagnes, et effectivement, gros caractère, mais la gentillesse et le cœur sur la main. D'ailleurs, depuis ses ennuis judiciaires passés, Yves Chatin semble s'être calmé. Yves Chatin a fait son service militaire dans un régiment d'infanterie parachutiste où il est sorti avec un grade de sous-officier. C'est une période importante de sa vie. Je sais que c'est un domaine dans lequel il ne sait plus. Finalement, après avoir rencontré sa future épouse, il quitte l'armée pour devenir ouvrier dans la métallurgie. Pour les gendarmes, un profil qui n'a rien d'inquiétant. Yves Chatin est pourtant placé en garde à vue. Aurait-il quelque chose à leur cacher? Il trouve toujours réponse à tout. Il se démonte pas, il dit qu'effectivement, il a aperçu la voiture de Marie-Thérèse Bonfanti. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Garé devant chez lui, mais qu'il ne l'a pas vue elle, et que voilà, il a rien de spécial à dire. Au bout de quelques heures, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'éléments tangibles, matériels, pour accrocher Yves Chatin dans cette affaire. Et ils ont mis fin à sa garde à vue avant la durée légale, parce qu'ils voulaient garder éventuellement quelques petites heures de garde à vue au cas où il faudrait le réinterroger. Pour autant, 2 semaines après la disparition, Yves Chatin n'est pas rayé de la liste des suspects. Reste que les gendarmes doivent se rendre à l'évidence. Plus les jours passent, et plus l'espoir de retrouver la jeune femme vivante s'amenuise. Alors que l'enquête piétine, plusieurs mois s'écoulent dans la vallée du Grésivaudan. Parmi les proches de Marie-Thérèse, cette attente vire peu à peu au supplice. C'est un calvaire qu'on vit. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Parce que jour et nuit, on y pense et on ne sait pas comment... On se sent impuissant, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'elle est encore vivante? Et ça, pendant les premiers mois, vous l'avez dans la tête sans cesse, quoi. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Et vous vous dites, où je vais la chercher, où on va chercher, où on va trouver, où qu'est-ce qu'on peut faire? Une famille tout entière
en quête de vérité, mais qui malheureusement va de déception en déception. En 1987, après un peu plus d'1 an de recherche, l'enquête est dans une impasse. Il n'y a pas d'éléments matériels qui permettent à la justice de mettre en examen un individu en particulier sur lequel on aurait des soupçons graves et concordants. Voilà, donc l'instruction s'est terminée par un non-lieu. Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. Le juge d'instruction a estimé que, en l'état des investigations qui ont été menées et avec les moyens du bord, eh bien, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Faute d'éléments nouveaux, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti se voit tout simplement classée. Une décision vécue par sa famille comme une véritable trahison. On se dit, elle est où la justice? Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. Nous, on fait confiance à la justice. Et là, non. Non, débrouillez-vous. Ma mère s'était battue avec acharnement. Sylvana Saya, sœur de Marie-Thérèse. Et voir que la justice n'avait pas écouté sa douleur, en quelque sorte, ses appels au secours, ça a été comme un coup de massue sur la nuque, quoi. Même souffrance pour ces 2 jeunes enfants, Flavien et Erika, qui doivent, mois après mois, apprendre à grandir avec cette absence, avec ce vide qui s'éternise. On nous a toujours dit la vérité, donc comme quoi, on cherche maman. Flavien Bonfanti, fils de Marie-Thérèse. On sait toujours pas où elle est. Au fur et à mesure des années, on se pose plein de questions, faut se construire avec ça. Il y a plein de choses qui vous rentrent dans la tête, qui vous essayez de comprendre pourquoi du comment, pourquoi nous. Les enfants aussi, parce que c'est surtout eux qui ont peut-être le plus souffert encore. Et c'était là, en fait, le plus gros de l'injustice. Plusieurs années s'écoulent avec toutes ces questions qui restent sans réponse. Pourquoi cette jeune mère de famille a-t-elle disparu ainsi? Sa famille saura-t-elle un jour ce qu'il s'est passé? Printemps 1991. Voilà 5 ans déjà que ses proches attendent toujours la vérité, lorsque la municipalité de Pontcharra prend une décision pour le moins inattendue. On apprend que la mairie a racheté, a préempté cette maison et qu'elle va être rasée pour y construire des commerces. La famille est absolument anéantie parce qu'elle est persuadée qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison, qu'il y a peut-être des preuves qui sont toujours là et qu'on n'a pas encore exploitées. Alors, quel secret pourrait bien dissimuler la maison de la gare? La dernière chance de savoir la vérité est-elle en train d'échapper à la famille Bonfanti? Nous, notre point d'ancrage, c'est cette maison. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. Comment on allait encore réussir à trouver quelque chose après ça? Ce projet de destruction fait du bruit dans la vallée. La presse locale s'en mêle. Les Bonfanti se retrouvent alors sur le devant de la scène. Et c'est là qu'une mère de famille les contacte. Marie-Ange, la fille de cette femme, a elle aussi disparu mystérieusement tout près de la gare. Une histoire qui remonte à mai 1985, soit 1 an avant la disparition de Marie-Thérèse. Marie-Ange Bioux, c'est une jeune femme de 19 ans qui habite Pontcharra. Une jeune femme qui est décrite un petit peu comme assez fragile psychologiquement, mais qui essaie de s'en sortir dans la vie et qui a trouvé un boulot à Chambéry. Elle doit partir sur Chambéry à son travail. Elle part en retard, elle n'a pas son train. La jeune Marie-Ange Bioux a raté son train à Pontcharra. Elle décide donc de se rendre à Chambéry par ses propres moyens afin de rejoindre son lieu de travail. Elle prend l'option du stop. Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Et elle va être vue pour la dernière fois faisant du stop sur le pont de la Gâche à Pontcharra.
Cette jeune femme, alors qu'elle fait du stop, va disparaître, volatiliser également. Donc sa mère va se battre pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à sa fille. Pour elle, sa fille n'a pas fugué. Elle a forcément été enlevée par quelqu'un qui l'a prise en stop. Une disparition de jeune femme 1 an pile avant celle de Marie-Thérèse Bonfanti. Et si ces 2 histoires avaient un lien entre elles? La mère de Marie-Ange veut en avoir le cœur net. Elle a recherché donc notre numéro de téléphone et elle nous a appelés. Et effectivement, je l'ai eu au bout du fil. Et c'était une maman qui était soulagée de ne plus être toute seule dans son combat. Et ensemble, elles ont mené leur enquête pour retrouver leur enfant. Janvier 1992. Les mamans de Marie-Thérèse et de Marie-Ange sont en première ligne. Des années de combat pour se retrouver là, toutes les deux, impuissantes face aux pelleteuses qui s'apprêtent à détruire la maison de la gare. Il y avait mes parents, il y avait ma sœur Sylvie, il y avait Thierry aussi, mon beau-frère. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Et il y avait également la maman de Marie-Ange Billou. Les 2 familles ont beau remuer ciel et terre, l'édifice sera bel et bien rasé. Et lorsque la maison a été détruite, les gendarmes étaient présents puisque les familles étaient là et le trouble à l'ordre public pouvait être évident. Ils ont tout enlevé. Tout enlevé parce que nous, on ne peut plus dire c'est là que ma fille est disparue. Nos gosses sont enterrés là. Il faut des fouilles minutieuses. La maison est quasiment détruite. Et alors qu'elle proteste devant les ruines, les familles remarquent une dalle située dans l'arrière-cour de l'immeuble. On s'est demandé ce que c'était que cette dalle. Et donc, avec le bulldozer, ils l'ont retiré. Et c'est là qu'il a été découvert des ossements. Des ossements que la mère de Marie-Ange Billou prend soin de récupérer un par un. Janine en est certaine, ces fragments d'os appartiennent à sa fille, Marie-Ange, disparue il y a 6 ans, jamais retrouvée, enquête classée. J'attends que quand même les services officiels s'occupent de ces pièces, nous disent d'abord si ce sont des ossements humains officiellement. Il y aura quand même donc une analyse de fait sur ces ossements. C'est comme ça qu'on apprendra que ce sont des ossements d'animaux et que du coup aucun élément supplémentaire ne sera apporté pour l'enquête avec cette découverte. Pour les familles de Marie-Ange et de Marie-Thérèse, c'est encore la douche froide. Après la destruction de la maison, saura-t-on un jour la vérité sur ces 2 mystérieuses disparitions? Pour autant, et malgré le non-lieu prononcé par la justice, leurs proches ne baissent pas les bras, notamment la mère de Marie-Thérèse Bonfanti. Elle va payer sur ses fonds propres des détectives privés. Elle va participer à des émissions comme Témoin numéro 1 avec Jacques Pradel pour essayer de susciter des témoignages, des gens qui se rappelleraient de quelque chose, qui pourraient relancer l'enquête. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Et puis, avec ses proches, elle va aller régulièrement à la gendarmerie pour essayer de savoir s'il y a du nouveau, si les gendarmes ont découvert des choses. Quand on était en vacances avec mamie et papy, de temps en temps, on allait à la gendarmerie, je m'en rappelle. On était tout petits pourtant. Et demander s'il y avait des nouveautés ou quoi que ce soit, si l'enquête, entre guillemets, l'enquête, elle avançait. C'est vrai que la mamie, elle tenait tête à pas mal de monde et elle a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Aucune piste à l'horizon, pas de corps. Tandis que les années défilent inexorablement, Marie-Thérèse laisse derrière elle 2 enfants à jamais traumatisés et un mari inconsolable. On se dit, c'est fichu, elle est morte, elle est quelque part, elle est morte, mais on ne sait pas où. Il faut quand même avancer, il faut quand même se construire. Et la vie, elle continue, quoi qu'il arrive. Tu te fais voler ta jeunesse, quoi, ton enfance.
Tu connais pas le son d'une voix. Tu connais pas une odeur maternelle. Papa, il avait une commode où il y avait encore toutes ses affaires dedans. Et ben, il y avait encore le fameux sac. Ben, je le prenais avec moi de temps en temps. Moi, ces 36 ans, je les ai vécus en prison. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. J'ai vécu ça vraiment d'une façon très injuste. Sans éléments nouveaux, l'enquête ne peut être réouverte. Alors, en désespoir de cause, Eugène, le frère de Marie-Thérèse, se penche lui-même sur les rapports d'investigation, car lui et les siens en sont persuadés, le nom du coupable se trouve forcément dans le dossier. On a repris le dossier à zéro avec un œil neuf, Eugène Saya, frère de Marie-Thérèse. en essayant de comprendre où il y a des contradictions, tout ce qui n'a pas été mis en avant à l'époque, où le corps pourrait être. La famille a repris toutes les pièces de procédure Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. et a fait ce qu'on appelle une analyse criminologique du dossier. Pour essayer d'avancer, la famille fait appel à l'association Assistance à la recherche des personnes disparues, une structure qui mobilise d'anciens officiers de police judiciaire. Parmi eux, Philippe Foltet, ex-commissaire du 36 quai des Orfèvres à Paris. Dans ce dossier-là, on a rassuré simplement la famille sur les chances que le dossier puisse être réouvert. Philippe Foltet, ancien commissaire de police. Il faut reconnaître que le travail par la famille a été fait de manière très pointue. On aurait pu même considérer que c'était un travail de professionnel qui va nous convaincre de porter le dossier à la connaissance du parquet. Une initiative de la dernière chance qui va finir par porter ses fruits. Printemps 2020. Voilà 34 ans que l'on est sans nouvelles de Marie-Thérèse Bonfanti. Éric Vaillant vient d'être nommé procureur de la République de Grenoble, et c'est là que toute l'affaire bascule enfin. Je reçois dans mon bureau donc un mémoire qui nous demande de réouvrir une enquête sur cette disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Les arguments donc qui figurent dans ce mémoire nous paraissent suffisamment sérieux, mais ce que nous prenons particulièrement au sérieux, en réalité, c'est la demande de la famille et la souffrance de la famille, 36 ans après les faits. Alors que la famille n'avait plus grand espoir, c'est un véritable coup de théâtre. Convaincu par ces arguments, le procureur de Grenoble décide de relancer le dossier Bonfanti. Enfin, un brin d'espoir renaissait. On s'est dit, quelqu'un s'intéresse enfin à la disparition de Marie. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Et peut-être qu'on peut avancer, peut-être qu'on pourra trouver quelque chose. Et à ce moment-là, on s'est dit, on n'est pas tout seul. Je me dis, c'est chouette. Et en même temps, ça me fait peur. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. Peur parce que est-ce que ça va refaire comme il y a 36 ans, ouvrir des portes pour qu'elles se referment? Le procureur décide de confier cette réouverture d'enquête à une toute nouvelle unité de gendarmerie. Elle vient d'être mise en place au sein de la section de recherche de Grenoble. Comme il y a beaucoup d'affaires de cold case en Isère, la section de recherche de la gendarmerie a créé, et c'est unique en France à ce moment-là, un pôle cold case, donc avec 3 gendarmes dédiés. Le principe, c'est de revenir sur des affaires qui n'ont pas été élucidées. Mélanie Muridi, avocate de la défense. Pour essayer, avec les nouveaux moyens d'investigation, les nouvelles techniques d'investigation, de pouvoir élucider ces affaires. Les gendarmes se basent aussi sur le mémoire très complet rédigé par la famille.
Pour les proches de Marie-Thérèse Bonfanti, il y a une certitude, le suspect se trouve forcément parmi les anciens habitants du 1140 avenue de la Gare. On a une période de 20 minutes dans laquelle il s'est passé quelque chose et tous les témoins sont là. Et qui est-ce que nous avons comme profil intéressant de ce point de vue-là? Yves Chatin. Et c'est là que les gendarmes ont refait un travail titanesque pour reconstituer les versions qui avaient été données par Yves Chatin à l'époque et pour vérifier leur pertinence. Yves Chatin, 21 ans au moment des faits, a maintenant dépassé la cinquantaine. Malgré ses 2 agressions de femmes alors qu'il était plus jeune, l'homme mènerait une vie discrète et sans histoire. L'entourage d'Yves Chatin est plutôt dithyrambique, je dirais, à son propos. Éléonore Cruz, avocate de la défense. Sa fille, la première, le décrit comme un père présent, aimant, qui s'est toujours bien occupé d'elle. Quand on le peut, on partage des bons moments. Justine, fille d'Yves Chatin. Même si j'ai pas grandi à ses côtés au quotidien, c'est une relation simple. Simple, mais on se ressemble énormément. Après la destruction de sa maison en 1992, Yves Chatin devient chauffeur routier. Il quitte la ville de Pontcharrat, destination la montagne, dans un lieu perdu du département voisin. Il va s'installer dans ce qu'on appelle la vallée des Huiles en Savoie. C'est un petit village de Chartreuse qui s'appelle La Table. Véronique Pueyo, journaliste à France Bleu Isère. Sa maison, c'est une sorte de petit chalet qui est un petit peu en dehors du bourg. 300-400 habitants, quelque chose comme ça. Donc très calme. C'est vraiment l'image qu'on peut se donner d'un petit village de montagne. Isolé dans sa maison des Alpes, Yves Chatin ne le sait pas encore, mais son existence est sur le point de basculer. 36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, les gendarmes frappent de nouveau à sa porte. Passé la surprise, il ne tente à aucun moment de se soustraire à son interpellation. Il est placé en garde à vue le 8 mai 2022, comme il restait quelques heures de garde à vue quand il avait été interrogé en 86. Donc ils vont tabler là-dessus. C'est une garde à vue qui reprend en réalité, puisqu'il a déjà été entendu pendant 13 heures en 1986. Et on va avoir 2 journées pendant lesquelles il est entendu par les enquêteurs. Les techniques d'interrogatoire n'ont plus rien à voir avec celles des années 80. Face à Yves Chatin, plusieurs enquêteurs se relaient en reprenant un par un tous les éléments du dossier. Et après plusieurs heures d'interrogatoire très serrés, l'ancien militaire finit par craquer. Et avec ces nouvelles méthodes d'enquête, avec ces nouvelles méthodes d'interrogatoire, Stéphane Blaisy, journaliste au Dauphiné Libéré. Ils sont parvenus à obtenir les aveux d'Yves Chatin. Et voici ce que le suspect leur raconte. En ce 22 mai 1986, il est 15h25 lorsque Marie-Thérèse Bonfanti se gare devant sa maison pour y livrer ses journaux. Or, il s'avère que sa voiture bloque la voie d'accès à son domicile. Ulcéré, Chatin se dirige alors vers la mère de famille. Il y a eu une petite altercation verbale à ce moment-là. Et il explique que Marie-Thérèse Bonfanti est revenue le voir pour lui demander de s'excuser de son mauvais comportement au moment de cette altercation. Et il n'a pas supporté cette remise en question. Il indique l'avoir pris par le cou et l'avoir étranglé. Presque 4 décennies après le crime, les enquêteurs n'en espéraient pas tant. Ils doivent maintenant informer les proches de la victime de cet incroyable rebondissement. Eux qui, depuis 36 ans, n'avaient pas l'ombre d'une réponse à toutes leurs questions. Un soulagement incroyable.
Je vous dis physiquement, j'étais debout là. Thierry Bonfanti, époux de Marie-Thérèse. Et j'ai l'impression que j'avais un poids qui me dessaisissait. Physiquement, je l'ai vécu comme ça. Hein. On n'y croit pas. On se dit, c'est un film, on se moque de nous. On se dit, mais c'était tellement évident pour nous déjà. Pourquoi tout ce temps perdu? Flavien Bonfanti, fils de Marie-Thérèse. C'est pas forcément évident de voir votre mamie toujours en train de pleurer sa fille. Et votre père, pareil, toujours en train de chercher sa femme. Pour les membres de la famille de Marie-Thérèse, il n'y avait quasiment plus aucun espoir de connaître la vérité. Reste que le mobile avancé par Chatin, cette voiture mal garée, leur paraît terriblement dérisoire. C'est pas de sa faute, hein. Et on l'a agressé, ma sœur a voulu des excuses, ma sœur l'a agressé, et du coup il a vu rouge. Françoise Saya, sœur de Marie-Thérèse. Alors en connaissant Marie, qui est une jeune femme enjouée, qui cherche pas du tout les histoires. Tout va être fait dans ces déclarations, bien évidemment, pour minimiser l'importance de son acte. Philippe Folté, ancien commissaire de police. Il essaye de se placer en situation au moins de personnes qui agissent quelque part en légitime défense. La nouvelle provoque aussi une déflagration dans la famille d'Yves Chatin. Lorsque son père est mis en examen et incarcéré pour meurtre, le choc est terrible pour sa fille Justine. Franchement, c'est le coup de tonnerre pour tout le monde. Ça lui correspond pas, enfin, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. On n'a pas voulu l'entendre, effectivement, pas le croire. Il aurait pu passer le reste de sa vie comme ça, rien dire, mais... Mélanie Muridi, avocate de la défense. À ce moment-là, il va faire le choix de tout dire aux enquêteurs pour soulager sa conscience. Pendant 36 ans, il a vécu avec ce poids, ce secret en lui, et il a eu besoin, il a senti que c'était nécessaire à ce moment-là de dire la vérité, de pouvoir apporter des éléments de réponse aux enquêteurs et à la famille de la victime. En cet automne 2022, il y a encore une priorité pour la gendarmerie. Localiser le corps de Marie-Thérèse Bonfanti. En garde à vue, Yves Chatin a désigné un endroit près de Pontcharrat où le cadavre pourrait se trouver. Et donc, cette jeune femme est décédée. Et il a paniqué, qu'est-ce que je vais faire du corps? Et il l'aurait mis dans sa voiture pour ensuite la déposer à la Buissière, à quelques kilomètres de Pontcharrat. C'est au cours de cette 3e semaine de recherche Éric Vaillant, procureur de la République de Grenoble. Que l'on retrouve un crâne. Et ce crâne humain, on l'a appris tout récemment, est bien celui de Marie-Thérèse Bonfanti. Pour les 2 enfants de Marie-Thérèse, Erika et Fabien, c'est l'issue tant redoutée. Après toutes ces années sans savoir, ils peuvent regarder enfin en face la terrible vérité. Un soulagement parce que on va pouvoir faire des obsèques. Erika Bonfanti, fille de Marie-Thérèse. L'enterrer dignement, la récupérer en quelque sorte. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il retrouve plus que ça. Mais c'est déjà pas mal. Au moins on sait où il l'avait laissé lâchement. Un épilogue qui relance inévitablement toutes les spéculations sur l'autre disparue du quartier de la Gare en 1985, Marie-Ange Billou, 19 ans. Et si ces 2 affaires avaient un lien entre elles? Quand on est la famille Billou et qu'on voit que 36 ans après, l'affaire Bonfanti a pu être élucidée, ça redonne espoir à cette famille, à cette maman, à ses sœurs qui n'ont jamais, elles aussi, lâché l'affaire. La famille veut connaître la vérité. Elle veut qu'on fasse pour Marie-Ange
exactement ce qui a été fait pour Marie-Thérèse Bonfanti. Bernard Bouilloux, avocat des parties civiles. On veut que les gendarmes reprennent l'enquête à zéro, qu'on vérifie le parcours d'Yves Chatin. Au lendemain des révélations dans le volet Bonfanti, une nouvelle information judiciaire contre X est ouverte. Objectif, faire toute la lumière sur la disparition de Marie-Ange Billou. Au centre de toutes les interrogations, il y a bien évidemment cet homme, Yves Chatin. Reste que la justice ne dispose d'aucune preuve ni d'aucun élément matériel à son encontre. Le fait de commettre un crime, aussi dramatique qu'il soit, ne fait pas de l'auteur de ce crime un tueur en série, de manière automatique. Alors, dans le cas d'Yves Chatin, aujourd'hui, il n'est mis en examen pour aucune autre affaire. Il n'a pas été ni entendu, ni mis en examen pour d'autres faits, si ce n'est ceux à l'encontre de Madame Bonfanti. Éléonore Cruz, avocate de la défense. Pour incriminer quelqu'un, il faut avoir des éléments tangibles pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est pas le cas pour Monsieur Chatin. Même certitude du côté de Justine, la fille d'Yves Chatin. Passé le choc de ses aveux dans l'affaire Bonfanti, elle est convaincue que son père n'a pas commis d'autres crimes. Quand je regarde mon père droit dans les yeux, il n'a pas cherché à me mentir sur ce fait-là. Justine, fille d'Yves Chatin. Mais tout de suite, ça a été la panique quand j'ai parlé entre guillemets du reste en disant mais on t'accuse de beaucoup de choses. Et là, son visage, non, c'est impossible. Voilà. Pour le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, il y a quand même un impératif, continuer à passer au crible le parcours et la vie d'Yves Chatin. Nous nous posons un certain nombre de questions. Il y a des enquêtes qui sont rouvertes ou qui vont l'être sur d'autres faits. Mais pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour se prononcer en ce sens. On peut avoir des doutes. Alors, on a des doutes, mais ces doutes, il faut les lever avec la justice et avec lui. Peut-être qu'il nous dira, il nous donnera des éléments, peut-être qu'il nous en donnera pas. Dernier épisode dans le volet Bonfanti. Début 2023, Yves Chatin réclame l'annulation de sa mise en examen pour cause de prescription. La famille de Marie-Thérèse retient son souffle. Selon les deux avocates de l'accusé, les faits seraient trop anciens pour être jugés. Seule la Cour de cassation pourra trancher. Alors que le feuilleton judiciaire n'est pas terminé, il est quelqu'un au sein de cette famille qui n'en connaîtra jamais l'issue. C'est la mère de Marie-Thérèse, disparue en 2017. Elle qui avait pourtant été pendant tant d'années à la pointe de ce combat pour la vérité. J'ai une pensée pour maman, oui, c'est vrai, maman. Tu avais raison. Tu vois, maman, on y arrive. Tu vois, tous ensemble, on a repris le flambeau et ton intuition était bonne, parce qu'elle savait que Marie était morte. En ce qui me concerne, j'étais quand même bien affecté par tout ça. Donc ma belle-mère a pris les choses en main et c'est une mère qui a perdu sa fille et donc elle l'a cherché, elle la cherchait. Maman n'a pas baissé les bras. Elle a toujours avancé et essayé de connaître la vérité. Elle ne lâche rien. Et on s'est dit que on pouvait pas abandonner l'affaire comme ça. Son travail sera vain. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.